Profitez de la traduction simultanée. Scannez le QR code et connectez vos écouteurs. Enjoy simultaneous translation. Scan the QR code and connect your earphones. Bonjour à toutes et à tous. Merci à ceux qui nous ont rejoints ce matin pour ce premier échange, certes un peu matinal, mais qui n'en sera pas moins captivant. Nous allons parler du post-Covid. Comment s'adapter au nouveau rythme de vie, puisque tout le monde a constaté qu'ils ont bien changé. Les habitudes de consommation dans le secteur de la restauration se transforment rapidement, impulsées par des changements profonds dans les modes de vie. Avec des journées de plus en plus rythmées et des horaires de travail très très denses, les actifs français sont régulièrement en recherche de fast-food, des options de repas instantanés mais sans compromis sur le goût et la qualité. Alors comment le secteur de la restauration s'adapte-t-il aux exigences d'une société en mouvement ? Nous allons tenter d'y répondre avec nos trois premiers invités de ce samedi. Je vous demande s'il vous plaît d'accueillir François Bloin, directeur de Food Service Vision, Jean-David Chapiro, directeur commercial de Deliveroo et Raphaël Roch, président de Food Lab. Messieurs, bonjour. Bonjour Michel. Je vous en prie, prenez place. Alors si vous, François, vous pouvez vous installer à côté de moi. Voilà. On a un peu de place, donc qu'on soit à l'aise pour démarrer. Je vous laisse faire le service et pendant ce temps-là, je vais demander à Raphaël Roch, en quelques mots, on va faire un tour de présentation pour que les gens qui nous ont rejoints vous connaissent un peu mieux. Je vous laisse vous présenter. Alors, qu'est-ce que le Food Lab? Qui êtes-vous? Que faites-vous, Raphaël Roch? Alors moi, historiquement, j'ai fait une école hôtelière. J'ai bossé une dizaine d'années en hôtellerie. À la suite de ça, j'ai eu la volonté avec 3 amis d'école de monter Food Lab, qui était historiquement donc créé en 2020, une logique de réunir aux mêmes endroits plusieurs opérateurs qui exploitent en dark kitchen. Donc en fait, on réunissait plusieurs enseignes de restauration qui chacune avait un box et dans lequel elles pouvaient produire pour de la vente à emporter livrée.
on a fait évoluer notre modèle. Donc ça répond bien à la thématique de post-Covid, évidemment. Et on a fait évoluer notre modèle en recevant du public, ce qui fait qu'aujourd'hui, les Food Labs sont des food courts qui font de la livraison également. On garde notre base historique, mais on l'a agrémenté avec la réception de public en surplace. Et on a 7 sites en France sur lesquels voilà, on opère le projet Food Lab. Merci beaucoup. Jean-David Chapiro, je pense que ça sera un peu plus simple. Je pense que les gens connaissent Deliveroo. Un mot de présentation toutefois. Bien sûr, bonjour. Jean-David Chapiro, je suis le directeur commercial de Deliveroo. Donc effectivement, j'espère que tout le monde connaît Deliveroo. Et pour ceux qui ne connaissent pas, on est une plateforme qui met en relation des restaurateurs, des livreurs pour que nos clients puissent bénéficier de livraison de repas. Et puis pas que de repas, puisqu'on livre aussi des courses notamment. Et vous existez depuis... Alors, en France, on fête nos 10 ans en 2025. Donc, on est encore jeune. Je compare souvent à ma fille qui a 10 ans aussi. Ouais, donc, on est encore une entreprise en train de se construire, de se développer. Et Deliveroo, globalement, a 12 ans. Voilà, donc, on est une jeune entreprise. François Blin, vous n'êtes pas si jeune. Vous avez un peu plus de 10 ans, Food Service Vision. Alors, Food Service Vision, très heureux d'être là aujourd'hui, parce que nous fêtons nos 20 ans. 20 ans, on est né au CIRA 2005 et 20 ans plus tard, encore là pour... finalement aider à structurer, comprendre, mesurer ce qui se passe sur ce marché de la restauration. Comme on dit dans le monde du conseil et des études, on a une boutique assez unique, basée à Lyon, mais qui opère en France et à l'international, notamment sur les thèmes de la livraison et des changements de mode de vie. Alors, on va mettre les pieds dans le plat. Je pense que ça va être la meilleure façon de lancer nos échanges. Donc, je vais m'adresser à l'analyste que vous êtes. Qu'est-ce qui a vraiment changé depuis le Covid? Qu'est-ce qui s'est vraiment, dans les grandes lignes, qu'est-ce qui s'est bouleversé? Je crois qu'on a on n'en prend pas toujours conscience, mais en fait, notre marché a connu réellement une révolution des rythmes et des espaces. Je pense que c'est ça le premier point à avoir en tête et qui devrait s'afficher derrière. Oui, on va avoir des slides en support avec quelques chiffres clés. C'est que finalement, pour partager quelques chiffres clés, si on se remet les idées en tête aujourd'hui, c'est 17% du temps des Français, des actifs, qui est passé en télétravail. Alors, qu'est-ce que ça change pour notre métier? C'est à peu près 40% des Français qui en fait passent 40% du temps en télétravail. Ce télétravail, en fait, il redistribue les flux, il redistribue les moments. Il change, par exemple, le fait que le lundi et le vendredi, dans les grandes villes, il y a beaucoup moins de consommation. Mais qu'en revanche, sur les jours du mardi, mercredi, jeudi, c'est beaucoup plus intense. Deuxième phénomène et chiffre moins connu, ce qu'on appelle les tracances. C'est aujourd'hui 19% des Français qui ajoutent au moins un jour de travail quand ils sont en vacances quelque part, et qui vont ainsi faire de l'extension de séjour. À nouveau, si on se projette sur le mois de mai qui va venir en mai prochain, on peut imaginer que les ponts vont être étendus avec des gens qui travaillent dans un autre lieu, donc consomment dans un autre lieu et consomment dans d'autres moments. Et puis le dernier point de cette révolution des rythmes et des espaces, c'est que la France, nous sommes ici à Lyon, capitale de la gastronomie, on le sait bien, est très impactée en termes de restauration par le tourisme. Le tourisme a battu ses records de chiffre d'affaires et de visiteurs en France. La France, première destination en nombre de touristes, c'est paru hier. Plus de 100 millions de visiteurs l'année dernière. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et cette économie touristique, là aussi, elle ne consomme pas la restauration de la même façon, pas au même moment, pas sur les mêmes modèles. On arrive à avoir une sorte de référence en termes de fréquentation sur les grandes villes françaises. J'imagine que Paris doit être en tête du podium en matière de fréquentation, suivi peut-être de Bordeaux, Lyon, Marseille. Alors, sur le tourisme, j'entends toujours. Sur le tourisme, Paris a eu une page de publicité incroyable cette année avec les Jeux Olympiques. C'est une grande fenêtre sur le monde qui a pu ainsi découvrir la beauté de cette ville et son intérêt et aussi sa capacité à organiser des événements. On fait un pas déjà vers la transition, mais 2025, c'est une année qui va être portée par le tourisme, heureusement pour nous, du côté de l'activité en restauration, notamment sur Paris et puis dans toutes les villes à exposition touristique, Bordeaux, Lyon en fait partie bien sûr. Alors, on va essayer de remonter le fil jusqu'à aujourd'hui en partant des chiffres que nous avez exposés. Vous avez prononcé le mot de Dark Kitchen. Ah, j'ai perdu mon micro. Là, c'est bon. Est-ce qu'on m'en entend? Oui, ça y est, c'est revenu. Vous avez prononcé le mot de Dark Kitchen. Ces Dark Kitchen, on a l'impression qu'elles sont un peu moins... qu'elles sont éteintes en partie, que effectivement la livraison a perduré, mais que le côté Dark Kitchen, c'est un peu éteint. C'est un autre élément du changement de mode de vie et ça peut être effectivement la deuxième vue pour partager quelques chiffres sur la livraison. C'est que dans les changements de mode de vie, dans l'installation,
on a vraiment aujourd'hui, pour situer, un Français sur deux qui recourt à la livraison au moins une fois par mois, pour qui c'est un mode de consommation. Donc, je vous ai parlé du télétravail comme changement, mais le changement, c'est ça, c'est le switch, c'est que la livraison qui était émergente, elle est devenue installée. C'est une sorte de troisième canal, finalement, qui s'installe. Et un point de vente sur deux, là aussi, en réalité, c'est quasiment 100% restauration rapide, chaînée, pas tout à fait autant d'indépendants, et c'est un peu moins d'un tiers en restauration à table, propose la livraison, ce qui fait un marché de l'ordre de 7 milliards. Et dans ce marché, il y a des modèles, mais peut-être que Raphaël pourra les commenter. Il y a eu beaucoup de choses de tester, d'expérimenter, de est-ce qu'on livre depuis son restaurant propre, est-ce qu'on crée des dark kitchen, est-ce qu'on crée des ghost kitchen, est-ce qu'on crée... Il y a eu beaucoup d'expérimentations. Et aujourd'hui, on voit que le marché est en train de se réajuster en termes de modèle économique parce que c'est la livraison, il y a une vraie demande, mais ce n'est pas si simple de trouver la répartition de valeur, pour faire simple, entre l'opérateur de restauration, l'agrégateur et le consommateur. Ouais, c'est intéressant, on va tisser ce fil-là. Puis je constate que vous avez bien fait les choses parce que sur le vélo, c'est un monsieur Deliveroo. C'est quand même bien fait. Les choses sont bien faites. C'est le sens du détail et de la précision. Jean-David Chapiro, je vous laisse réagir sur ce côté de livraison pure. Et puis ensuite, Raphaël Roch, vous aurez la parole pour vous aussi réagir sur ce point. Jean-David Chapiro. Oui, tout à fait. Effectivement, merci. C'est un ancien logo, c'est sympa afin de voir l'histoire de le kangourou de Deliveroo comme il était il y a quelques années. Mais c'est pas du tout une critique, c'est sympa. Et en plus, j'ai découvert un nouveau mot sur les slides, c'est les tracances. Donc ça, je m'endormirai plus intelligent ce soir. Et les Anglais appellent ça workation. Donc c'est le même acronyme entre work et vacation. Effectivement, la demande en livraison, elle continue d'augmenter. Donc il y a eu le Covid qui a été évidemment un énorme accélérateur. Et nous, on a pris en tant que Deliveroo notre part à ce moment qui a été parfois difficile aussi pour les restaurants pour pouvoir leur permettre de continuer leur activité. Donc post-Covid, il y a eu un peu une normalisation en atterrissage de la livraison, mais c'est un marché qui est resté plus de 2 fois plus gros qu'il était avant le Covid. Donc il y a eu une vraie évolution des modes de consommation, des habitudes de consommer des repas. Et là, maintenant, on a vu l'année dernière, dans un monde, on va dire, qui s'est normalisé, le marché de la livraison qui est reparti à la hausse. Et en fait, l'offre en livraison, comme disait François, elle s'est diversifiée. Elle s'est diversifiée à la fois sur les types les types de restauration qu'on peut trouver sur les plateformes de livraison. Historiquement, c'était beaucoup du fast-food. Aujourd'hui, on peut en manger presque tout ce qu'on veut et sur Deliveroo, pas que sur Deliveroo. On a l'impression que beaucoup d'acteurs ont très très vite pris le train en marche. Je pense aux restaurateurs qui ont vite compris qu'il fallait qu'ils fassent de la livraison et qui ensuite, vous allez me dire si je me trompe, mais je pense que c'est là où on va faire le lien avec Raphaël, se sont structurés parce que parfois il n'était pas évident en plein service d'aller satisfaire le livreur qui frappait à la fenêtre ou à la porte de service pour récupérer un paquet. Tout à fait. Ils se sont structurés à la fois en termes de services, et je vais y revenir, et aussi en termes d'offres. En termes de services, évidemment, il y a eu, tu disais tout à l'heure, les dark kitchen. Moi, j'aime pas tellement le terme dark kitchen. J'aime bien cuisine partagée. C'est un côté une connotation un peu négative. Moi, nous, on en a en tant que Deliveroo, on appelle ça édition. On a des cuisines partagées où on a un certain nombre de nos partenaires qui viennent. Et pour y aller de temps en temps, c'est un endroit agréable. C'est pour ça que et je sais que c'est le terme habituellement usité, mais... Alors, puisque vous avez prononcé le mot édition, je veux bien que vous finissiez l'explication, parce qu'en plus, ça fait le lien aussi avec cette histoire de structuration de restaurant. Vous proposez aujourd'hui à vos clients un espace, alors qui est souvent un peu éloigné de leur restaurant, mais qui leur permet de préparer des repas et de les livrer dans la zone où se trouve cette cuisine de partage. Exactement, on a ça. Donc, c'est des cuisines qu'on appelle édition, qui sont des cuisines partagées. Donc, on a des partenaires qui viennent. Un exemple typique, c'est je suis un restaurateur parisien, j'ai envie d'aller m'implanter à Bordeaux. Nous, on a une cuisine édition à Bordeaux. Le restaurateur, il vient, ça lui permet de lancer sa marque et il prépare dans la cuisine. Et nous, on a on a les livreurs qui arrivent et qui livrent les repas depuis ce site-là. Donc, c'est un des modèles où les restaurateurs se sont adaptés. D'autres modèles, c'est de façon plus basique, avoir un espace de retrait sur le côté du restaurant. Enfin, plein d'adaptations justement pour les restaurateurs pour
pour être capables de bien piloter ensemble leur activité sur place et leur activité en livraison. Et puis je disais, se sont adaptés aussi sur l'offre. Je vais prendre un exemple. Il y a un partenaire avec lequel on travaille depuis très longtemps qui s'appelle Bouillon. Ils ont créé une offre avec des plats spécifiques pour la livraison qu'ils ont appelé Bouillon Service. Il y a la même chose, il y en a un qui est assez connu, Pierre Sang, qui a créé Pierre Sang Express. Enfin, je veux dire, les restaurateurs, effectivement, ont adapté la logistique, mais aussi l'offre à la demande en livraison, et c'est quelque chose qu'on voit continuer à se produire. Raphaël Roch, comment est-ce qu'on explique que finalement donc, ces cuisines de partage, Ghost Kitchen, Dark Kitchen, on peut les appeler un peu comme on veut, aient disparu? Parce que le modèle semblait quand même... Alors, elles n'ont pas évolué. En fait, si on revient un peu en arrière, il y a eu comme un peu la bulle Internet. C'est-à-dire que le Covid a profondément fait exploser le marché, les habitudes de consommation avec, puisqu'elles étaient forcées d'être en livraison, donc il n'y avait pas d'autre matière. Donc forcément, les gens ont découvert ce nouveau canal-là. Et en fait, aujourd'hui, comme ça a été bien dit, le modèle n'est pas fini. Il continue d'exister, mais autrement. En fait, les gens ont pensé qu'il était viable, ou en tout cas pertinent de l'opérer de manière dédiée en livraison uniquement dans des structures comme les miennes, par exemple, ou des éditions. Les choses ont un petit peu évolué. Ça reste existant pour des grosses structures qui en ont les capacités, puisqu'en effet, la chaîne de valeur est compliquée. Donc, ceux qui ont une chaîne de valeur bien pensée s'en sortent, mais ils sont rares. Et donc les autres ont fait évoluer à travers leurs outils de production avec des espaces dédiés, des fonctionnements dédiés. Et en fait, nous, Food Lab, aujourd'hui, on permet à ces enseignes-là de pouvoir travailler en surplace, en emporter, mais dans un lieu qui est pensé pour que la livraison, qui représente environ un tiers des volumes d'affaires d'une restauration rapide, en règle générale, entre un tiers et la moitié, puisse le conserver. Et ne pas uniquement faire du surplace et du emporter, parce qu'aujourd'hui, se priver de la livraison, dans le monde dans lequel on est, c'est, de mon point de vue, stupide, c'est se priver d'une manne financière importante et d'une notoriété et de plein d'autres choses. Donc je pense que le marché a un petit peu évolué, il est plus mature et aujourd'hui il commence à trouver ses marques, mais je pense qu'on est encore au début et qu'il va continuer d'évoluer là-dessus. Ouais, François Levin. Oui, en fait, la livraison, nous, c'est un sujet qu'on a suivi chez Food Servision à l'époque pionnière. Donc, on a vu les baby Deliveroo, c'est pour ça qu'ils avaient des kangourous. On a vu les baby Uber qui arrivaient sur le marché. On a vu les baby Food Lab. Tu étais encore au stade de l'incubation la première fois qu'on s'est rencontrés. Et en fait, je pense que là, on est en train de passer à l'adolescence. On finit l'enfance, on passe à l'âge adolescent. Et je vais vous donner quelques exemples pour signifier ce que c'est que l'adolescence de la livraison. Le pourcentage de Français est assez stable qui recourent à la livraison. Il n'y a pas de baisse de la pénétration, techniquement. Ça monte plus beaucoup, mais ça ne baisse plus. Ça ne baisse pas. Ça n'a jamais baissé d'ailleurs, ça ne baisse pas. 2, on voit bien que chez les plus jeunes, l'usage est très très ancré. C'est 80% des populations des moins de 35 ans qui recourent à la livraison. Donc eux, ils l'utilisent et ça correspond à un usage. 3, ce qui est compliqué, c'est la répartition de valeur. Combien on est prêt à payer pour se faire livrer ? Combien ont besoin de prendre ou choisissent de prendre des agrégateurs intermédiaires, Uber Eats ou Deliveroo pour les citer dans la marge, et combien il reste ensuite pour produire tout ça. Et là, maintenant, les adolescents, ils commencent à passer à l'âge adulte. Donc c'est quoi ? On invente des nouvelles façons de livrer, on invente des regroupements, on invente des commandes groupées, on invente des modèles hybrides. Et si on est ici au CIRA, c'est aussi l'intérêt de faire le lien, on invente des produits différents. Aller chez McCain... je précise que on n'a pas travaillé pour eux, donc je ne les cite pas parce que j'ai un intérêt marchand, mais simplement parce que c'est un produit innovant. Voilà, ils ont créé une frite qui est beaucoup plus croustillante, qui tient en 30 minutes et qui reste croustillante pour être livrée. Allez chez Bini, qui est juste en face, là, ils sont à côté, c'est une petite start-up. Ils ont des emballages qui permettent de transporter un burger de manière extrêmement satisfaisante et de récupérer cet emballage après pour respecter une livraison qui soit durable. Voilà. Donc il y a des tas d'innovations. Je pense que dans 2 ans, on se reparlera de l'âge adulte de la livraison. Voilà. Mais c'est intéressant ce que vous dites, je rebondis là-dessus, sur ces produits. Vous avez constaté les uns les autres, allez-y Raphaël Roch, sur ces nouveaux produits, les nouvelles offres c'est incroyable, qui s'adressent aux consommateurs. Les choses ont évolué aussi bien en termes de packaging. Moi, j'ai vu les choses bouger de manière assez importante. En termes d'offres, en termes de produits, des cartes qui sont pensées pour la livraison, c'est-à-dire qu'on a une carte qui est dédiée pour le surplace, le emporter, qu'on modifie pour la livraison, souvent plus synthétique, souvent plus pertinente, en tout cas d'un point de vue qui s'adapte au palais des consommateurs en livraison, qui n'est pas forcément le même qu'en surplace. Et donc vraiment, on est en train de créer un canal dédié à la livraison
à tous les niveaux, que ce soit en termes opérationnels, de packaging, de matières premières, de fonctionnement. Et ça, c'est notoire, clairement. Est-ce que le restaurateur il trouve son compte? Alors là, je me fais un peu l'avocat du diable, parce que on parle depuis hier, on a parlé de la filière agri-agro. C'est toujours un peu le même problème, c'est la juste rémunération. Est-ce qu'on trouve un bon équilibre entre donc vous, le livreur, qui rendait un service, et puis celui qui produit et qui souhaite que son plat arrive à un destinataire? Alors oui, au global, évidemment, et sinon le business ne serait pas devenu aussi gros qu'il l'est aujourd'hui si ce n'était pas le cas. Enfin, si tous les restaurateurs n'y trouvaient pas leur compte, évidemment, on n'arriverait pas à avoir un business qui a la taille que celle que François nous partageait tout à l'heure. Après, en revanche, c'est évidemment un vrai sujet, un challenge. Il y a plein d'optimisations qu'on peut faire partout, et c'est le sens de passer à l'âge adulte dont François parlait. Évidemment, il y a un besoin il y a un coût à la livraison qui est notamment pris en charge par les commissions que payent les restaurateurs, qui rémunèrent principalement le livreur qui va apporter le repas depuis le restaurateur jusqu'au client final. Après, il y a plein de coûts quand on fait de la livraison qu'on n'a pas. Le service, dresser des tables, enfin voilà. Après, ça dépend des modèles. Donc oui, on peut gagner de l'argent en faisant de la livraison, bien entendu. Et si ce n'était pas le cas, ce ne serait pas aussi gros aujourd'hui. Après, néanmoins, il faut continuer à innover pour que tout le monde y trouve son compte. Un terme de la commission, c'est quel montant? C'est variable, c'est des relations commerciales, ça dépend de plein de choses. C'est vraiment quelque chose qui... Allez-y, donnez-nous un chiffre, parce que je voudrais comparer avec Raphaël pour savoir sur quelle fourchette vous êtes les uns et les autres. Non, je ne vais pas rentrer là-dedans, ça fait partie des relations commerciales qu'on a nous avec les restaurateurs. Moi, je vais rentrer si vous voulez. C'est 20%. C'est entre 20 et 35%. C'est entre 20 et 33%. Voilà. Donc vous êtes à peu près tous sur ce même spectre de commission. Ouais. Et sur le modèle économique, nous, nos chiffres sont très clairs, parce que chez Food Service Vision, on construit tout ça sur de la data et sur de l'interrogation. Les indépendants que nous interrogeons, ceux qui recourent à la livraison, ils sont 90% à dire c'est aujourd'hui incontournable dans mon business. Et ils sont plus que 67% à dire j'arrive à bien gagner de l'argent avec. Donc on voit bien ce gap, la tension qui existe entre c'est incontournable, pour mon chiffre d'affaires, pour ma top line, comme on dit dans les business plans, j'en ai besoin aujourd'hui. Et pour ma bottom line, mon résultat, il y en a quand même un tiers qui ne savent pas exactement comment faire encore aujourd'hui pour le piloter. Et c'est ce passage de l'adolescence à l'âge adulte. Alors aujourd'hui, Raphaël Roch, vous voulez réagir? Allez-y. Ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'en fait, il y a une notion importante dans la livraison qui est le yield management. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une offre et une demande à un instant T. Et ça, en fait, le restaurateur, lui, il vient d'un écosystème dans lequel il produit une carte constamment de la même manière. Alors, on le sait bien qu'il y a les vendredis soirs, les samedis soirs qui sont des gros services, comme on dit. Mais en livraison, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Il y a la météo, il y a l'événementiel, il y a des diffusions de matchs, il y a plein d'autres choses. Et donc, en fait, le restaurateur va être amené à devoir prendre en considération tout ça. Il y a aujourd'hui plein de logiciels qui permettent d'accompagner les restaurateurs. Et il y en a certainement plein ici présents que je vous conseille d'utiliser. Et donc en fait on rentre dans une logique beaucoup plus IT, beaucoup plus technologique, et ça aujourd'hui les restaurateurs très clairement, ceux qui prennent ce virage là vont s'en sortir, vont trouver de la chaîne de valeur. Ceux qui ne le font pas, ce sera plus compliqué ou ça restera résiduel, quoi. Aujourd'hui vous avez 7 lieux en France. Oui. Ils sont installés où? Centre-ville, périphérie? Première couronne, pour des questions logistiques. En fait, dans les Food Labs, on fait à peu près 1000 livraisons journalières en moyenne, donc c'est colossal. Si on se met en hypercentre, c'est pas tenable. Même aussi pour des questions financières, de foncier. Ouais. Donc aujourd'hui, on est en première couronne, c'est-à-dire qu'on dessert les hypercentres et on dessert les banlieues dortoirs, ou du moins les zones résidentielles, pour évidemment toucher un maximum de personnes. Ouais, lieu stratégique d'implantation. Comme dans tout commerce. Ouais. Donc vous proposez en fait à différents acteurs de se réunir dans un même lieu, tout à fait, de pouvoir accueillir du public, tout à fait, et de pouvoir aussi avoir donc leur zone propre de préparation. Il n'y a pas de partage chez vous. Zéro. Ouais. Pour des questions d'hygiène, de sécurité, en fait, nous on vient de la restauration, donc on a un regard très professionnel, très terrain. Je pense que c'est notre force. On a évidemment des faiblesses, mais disons qu'on propose à des enseignes, qu'elles soient plus ou moins établies. Aujourd'hui, on travaille avec des enseignes nationales, régionales, locales. On a un mix client qui est assez varié. Et grosso modo, on leur dit, voilà, on peut vous donner un espace de travail qui vous est privatif, dans lequel vous avez un contrat d'une durée à déterminer.
et dans lequel vous pouvez produire vos plats pour du surplace, pour du emporter, pour de la livraison, pour toucher un nouveau marché, une nouvelle zone de chalandise rapidement, efficacement, et potentiellement après ouvrir en propre, en dur, si vous le souhaitez. Alors, il y a combien de restaurants par Food Lab en En moyenne? moyenne 7. 7. Ouais, c'est le bon terme pour éviter qu'ils se mangent les uns sur les autres. J'ai celui qui fait de l'asiatique, celui qui fait Ouais. du sud-américain, celui qui fait... pour éviter encore une fois, voilà. Et est-ce qu'on a la possibilité, lorsque l'on commande, de pouvoir se dire tiens, je prends un burger ici, un mexicain là, et de... C'est ça tout l'intérêt du modèle. On a fait développer avec Dood, qui est un logiciel lyonnais, la capacité de pouvoir commander dans multi-baskets, donc dans plusieurs restaurants en même temps, donc de faire une commande avec un burger, un sushi et une pizza par exemple, payer en une seule fois, récupérer dans les différents kiosques et s'installer à table en profitant. Et la petite innovation, on a aussi cette possibilité-là en livraison. Je suis dans mon canapé, je peux passer une commande et me faire livrer 3 enseignes nationales différentes réunies dans un sac par Food Lab. C'est un modèle qui va se pérenniser, ça? C'est clairement ça quand je parlais de passage à l'âge adulte, c'est qu'on voit bien que la livraison, pour que ça marche, hein, l'équation est simple. Tu me corrigeras sur les chiffres, mais je crois qu'à l'époque, le coût du drop, c'était 8 € quand on mesurait il y a quelques années. Maintenant, on est peut-être en moyenne à 5-6 quand on est optimisé dans le coût d'une livraison pour un repas. Donc pour amortir ça dans une livraison, il faut avoir finalement une masse livrée suffisamment importante. Et donc la meilleure solution, c'est de pouvoir livrer les choix que chacun attend autour de sa table. Donc ça, c'est une option. Il y a d'autres options, il y a des modèles, nous qu'on suit de près, hein, une société qui s'appelle Uplunch, qui est basée à Strasbourg, qui commence à opérer de la livraison sous un format extrêmement différent. Ça va être de dire, je propose la précommande le matin à des actifs salariés, et ces actifs, ils vont pouvoir commander sur une quinzaine de restaurants d'une ville le plat du jour. Ils n'ont qu'un seul choix, c'est le plat du jour, mais ils ont 15 restos. Et du coup, ça permet de livrer sur un seul site une trentaine de sachets pour le midi. Du coup, le coût de livraison est complètement écrasé. Et l'histoire des commissions n'existe plus, puisque ce qui existe, c'est qu'il y a un service qui est rendu. Donc on voit bien qu'il y a ces pivots de modèles de façon de proposer la livraison. Et les indépendants qui proposent la livraison là-dessus, quand vous êtes chez Uplunch, vous faites 50 plats en plus en plat du jour. Le matin à 10 h, vous avez déjà envoyé 50 plats du jour. Votre service, il se détend un petit peu en termes de compte de résultats. Donc c'est là qu'il y a des modèles nouveaux à inventer. Un équivalent de Refectory ou Dashbox, tous ces gens-là. Et en fait, ça vient remplacer les cantines ou les restaurants d'entreprise qui sont aujourd'hui complètement passés de mode. Aujourd'hui, on veut pouvoir bénéficier d'un food court, d'une offre plurielle. Et moi, je suis persuadé que le Netflix de la bouffe va arriver prochainement, d'avoir un catalogue digital sur lequel on peut pouvoir commander de manière agrégée ou unitaire ces repas le midi avec un forfait. En tout cas, moi, c'est quelque chose auquel je crois. Ouais. J'allais justement vous demander, toujours pas en réagissant à ce que j'entends dans vos propos, on a l'impression aussi que post-Covid, dans les bouleversements, il y a eu la diversité, ce besoin de pouvoir commander en même temps plusieurs choses, que ce soit des repas. Et je crois qu'on est en train d'ouvrir la livraison au-delà de la restauration, et je pense qu'on peut aussi évoquer ce point-là. Tu pourras compléter, mais moi la métaphore que je prends souvent, c'est cette petite machine-là, elle permet avec un pouce, là, de manière un peu addictive, d'appuyer sur un bouton, et d'un coup, c'est comme Toys R Us, vous avez accès à des dizaines de choix possibles. Donc c'est ton image de Netflix. Je suis devant Netflix, moi le soir je scrolle, je me dis qu'est-ce que je vais regarder comme série, il y en a tellement que je ne sais pas laquelle choisir. Et là, quand vous êtes sur les apps de livraison, vous avez cette option de choisir. Et ça a créé, là aussi, pour faire le lien avec le Syrah, une diversification des goûts, une accélération de l'accès aux cuisines du monde à tous les sens du terme, qui fait qu'on a beaucoup plus de choix. Alors c'est à la fois chouette, et en même temps c'est un peu le syndrome du rayon de yaourt en supermarché, où il y a maintenant tellement de choix de yaourt, vous ne savez plus lequel prendre. Et ça répond à la demande. Voilà. C'est ce qu'attendent aujourd'hui les jeunes générations. Donc peut-être que Jean-David, tu veux commenter comment Deliveroo apprend ça, parce que cette question de choix, elle est majeure finalement. Hein. Oui, tout à fait. On l'a déjà évoqué plusieurs fois, mais il y a effectivement un choix qui est de plus en plus large et de plus en plus pertinent en livraison. Nous, notre job en tant qu'agrégateur, hein, c'est d'aider le client final à faire son choix parmi cette offre très large. Donc, on a énormément de réflexions, de projets là-dedans pour mieux accompagner les clients, en les connaissant sur ce qui leur plaît, en personnalisant de plus en plus,
2, en voyant ce qui plaît aux autres, en faisant un peu de recommandations sociales, etc. Enfin, il y a énormément de travail là-dessus et c'est le cœur de notre activité. Et après, effectivement, on étend aussi au-delà de la livraison de repas, puisque aujourd'hui on livre des courses, ça prend de plus en plus de poids dans notre activité. Dans certains pays, on livre aussi des jouets, de la parapharmacie, etc. Aujourd'hui, c'est pas le cas en France, mais ça pourrait venir bientôt, on va dire. Voilà, donc effectivement, l'offre s'étend. François Blin. Oui, en fait, on peut se représenter, on ne l'a pas encore démontré dans nos études, moi j'en suis quasi certain. Il y a eu cet effet d'initiation des plus jeunes par le repas, et c'était plutôt des générations 20-25. On est 10 ans après. Ces générations, certaines d'entre elles fondent des foyers, des familles, etc. Elles ont l'habitude d'appuyer sur le bouton, du coup elles commencent à se faire livrer les courses. Et on voit très clairement dans les villes le fait que ce qui était un modèle qui ne marchait pas du tout, la livraison de courses, il y a 10 ans, c'était un flop. Il y a des centaines de millions d'euros et de dollars qui ont été investis dans des boîtes qui ne faisaient que ça. Je pense à des Getir, des entreprises comme ça qui sont arrivées, qui sont reparties aussi sec. Et on voit bien que la livraison de courses, ça devient un compliment à la livraison de repas aujourd'hui dans le business model. Ouais. Ouais, puis je crois qu'on a l'impression aussi que la Gen Z, si on veut la nommer comme ça, a ce besoin de pouvoir tout commander et ne comprend pas qu'elle ne puisse pas avoir à la fois son repas, à la fois un paquet de couches pour la petite dernière. C'est le geste que j'ai évoqué. Amazon. On ne peut pas ne pas appuyer. Ça, ouais. Amazon a transformé les habitudes de consommation. Aujourd'hui, les gens ont l'habitude de pouvoir, en un clic, se faire livrer quelque chose avec une rapidité incroyable. On parlait de la livraison de repas, mais c'est vrai qu'un petit mot sur Amazon, parce que vous en parlez, j'imagine que le boost pour eux a été aussi assez incroyable, parce qu'on a aussi pris tous l'habitude d'avoir cette facilité de se faire livrer très vite. Si je ne dis pas de bêtises, Amazon fait partie du capital de Deliveroo, non ? Alors oui, c'est un de nos actionnaires, effectivement. Bon, moi, il se trouve que personnellement, je connais assez bien cette entreprise pour y avoir passé 6 ans. Donc, voilà, donc je ne suis pas venu parler d'Amazon, mais... non, mais un petit mot, parce que c'est aussi, dans les changements, dans les évolutions, ça en fait partie. Oui, enfin, effectivement, ce qui est sûr, c'est qu'on parlait d'offres. Amazon, c'est une entreprise qui s'est construite sur... un principe, une stratégie hyper simple. Il y a une interview de Jeff Bezos qui est assez connue là-dessus. C'est qu'on l'a interrogé il y a une quinzaine d'années pour lui dire c'est quoi la stratégie à long terme d'Amazon. Il a dit je vois pas de monde où les gens veulent avoir moins de produits sur Amazon. Je vois pas de monde où les gens veulent avoir des produits plus chers. Je vois pas de monde où les gens veulent être livrés de façon plus longue. Donc en fait, j'ai 3 piliers dans ma stratégie. C'est l'offre, le prix compétitif et la livraison la plus rapide possible. Et donc Amazon, c'est une boîte qui a déroulé ces principes sur un scope de plus en plus large et effectivement avec le succès qu'on connaît. Raphaël Roch, vous nous disiez que vous installiez vos Food Labs en première couronne, avec une stratégie assez claire, livrer le centre-ville, mais aussi livrer ce qui entourait vos centres de production. Ça aussi, j'ai l'impression que ça fait partie des changements, et on pourrait peut-être citer les restos pas parisiens qui montent tout un tas d'endroits très 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 sympas autour de Paris. On a l'impression que les zones de consommation, les zones de restauration, les zones de fête, de plaisir se déplacent. Nous, on le constate quotidiennement et c'est pour ça qu'on prend ce parti-là. C'est qu'en fait, les hypercentres des grandes villes, en plus de ça, aujourd'hui ont des difficultés majeures en termes logistiques, en termes de pouvoir ne serait-ce que juste se garer, se rendre sur le site. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que c'est beaucoup plus pratique pour une enseigne, quelle qu'elle soit, de pouvoir proposer à ses clients une accessibilité bien améliorée et qui vient grouper une offre différentielle, comme les concessionnaires auto, ils se mettent aux mêmes endroits. C'est un peu la même logique. Alors après, on n'est pas dans des zones industrielles, que les choses soient claires, ni des zones artisanales, on reste dans la ville, mais on est à des emplacements qui sont accessibles souvent par les transports en commun et qui permettent aux gens de pouvoir quand même venir facilement, mais dans des environnements où ils seront accueillis, je pense, de meilleure manière. François Blin. C'est sûr qu'il y a une énorme évolution. C'est lié au premier point que j'ai présenté en introduction sur la révolution des rythmes et des espaces. À partir du moment où je passe en mode télétravail, ça veut dire qu'il y a toute une partie de la vie qui se passe là où on vit, 2e ou 3e couronne habituellement, ou lieu de vacances. En tout cas, donc c'est les 3 types de lieux. Et donc on voit bien que l'immobilier de restauration, il change de configuration, il change de position. Pour les Lyonnais,
Si vous allez maintenant, si vous visualisez la sortie de Bénaud, sortie d'autoroute, autrefois vous aviez sur cette sortie d'autoroute un Courtepaille. Courtepaille a fermé parce que Courtepaille c'était une enseigne qui vivait principalement sur du midi-semaine, du repas d'affaires, du commercial qui se déplaçait, notamment dans ce type de lieux qui ne sont pas très expérientiels. Et si vous repassez, là, c'est dans les jours qui viennent, en sortant, vous verrez que maintenant ça a été remplacé par un pub brasserie qui ressemble furieusement au bureau et qui du coup va fonctionner comment ? Sur ce début de deuxième couronne, Bénaud, on est déjà dans la zone résidentielle et là on crée une expérience du soir qui va démarrer sur du 18h, sur du format apéro, des 18-23. Donc on change, on a toujours envie de sortir, mais c'est plus les mêmes modes de sortie, c'est plus les mêmes moments. Oui, on a l'impression que ce mode apéro a pris une place très très importante. On a déjà reçu, moi je me souviens avoir reçu sur des tables rondes des acteurs qui faisaient des sortes de pubs, mais un peu festifs, avec des offres de planches, mais qualitatives, avec différentes bières, des côtés dégustation, avec des espaces qu'on pouvait un peu privatiser pour se retrouver. C'est un mot bien connu aujourd'hui, mais l'expérience client, en fait, aujourd'hui, elle est obligatoire. De faire vivre quelque chose à son client au-delà simplement de ce qu'on lui sert et du décor. Ça, c'était les deux piliers. Aujourd'hui, il y en a plein d'autres qui rentrent en jeu. Et c'est une évidence que ceux qui ne prennent pas ce virage-là auront beaucoup de mal dans les années à venir. Ouais. François Blin ? Oui, et l'apéro aussi, c'est... il y a plusieurs moteurs, hein, mais on peut presque parler de passage au modèle anglo-saxon. On sait que les chaînes de pubs ou de brasseries en France, elles ont quasiment anticipé d'1 heure leur horaire de démarrage de soirée post-Covid par rapport à avant Covid. Donc on est quasiment plus en sortie du bureau, je vais boire un coup, alors soit du bureau réel dans les zones de bureau, soit du bureau virtuel, je finis mon télétravail, mon Zoom à 18h, je descends dans mon quartier, je retrouve mes copains. Dans les deux cas, ça déclenche plus tôt. Ça, c'est une première raison. Deuxième raison, il y a ce besoin d'expérience et d'envie. Puis troisième raison, il y a un aspect économique, c'est qu'en fait, le repas apéro, c'est aussi un repas dans lequel on peut, quand on arbitre, dépenser un petit peu moins. On va s'en sortir pour une addition qui va être peut-être 5-10 € plus bas que l'addition du repas complet et pour un moment de convivialité qui va être très sympa. 31% des Français, ça c'est un chiffre de novembre 2024 issu de nos études, 31% des Français ont, sur le trimestre écoulé, substitué au moins une fois un repas principal, un repas à dîner, par un repas de type apéro tapas avec des amis. Ouais. C'est marrant, vous avez anticipé ma question, parce que j'allais justement vous demander si l'inflation avait poussé une modification alors je dirais pas de repas, mais en tout cas d'une manière de s'alimenter en fin de journée, où on allait facilement boire une bière et puis manger un peu de charcuterie et de fromage. Finalement, il est 20h30, on a l'impression d'être bien et on rentre à la maison. L'inflation, elle nous touche tous, hein, donc c'est un peu le paradoxe. 89% des Français aujourd'hui nous disent « moi je fais très attention au prix, je contrôle ma dépense dans le quotidien ». Ces mêmes Français, du coup, ils arbitrent sur le midi-semaine, ils dépensent moins à ce moment-là, ils font beaucoup plus attention, mais ils dépensent plus en vacances et puis ils dépensent plus dans les moments de plaisir. Donc, à nouveau, dans les types d'offres qu'on voit se développer, on va avoir des offres plus tournées vers ce qu'on appelle l'indulgence en mauvais franglais. Le petit plaisir coupable qui peut être un donut, qui peut être un coffee shop ou qui peut être un burger le soir commandé. Jean-David Chapiro, Deliveroo. Oui, je pense que l'inflation très forte qu'on a connue en 2022-2023, ça a quand même augmenté le niveau d'exigence des clients sur la compétitivité prix partout, y compris chez nous. Et donc là où effectivement, quand le modèle de la livraison, à un moment des gens ont pu croire on peut pratiquer n'importe quel prix sur la livraison, c'est pas grave, les clients ils se font plaisir, ils regardent pas. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et donc, voilà, il y a un niveau d'exigence des clients sur la compétitivité prix, aussi sur la qualité du service, hein, parce que ce que je dis sur l'exigence, ça vaut aussi sur les produits manquants, sur la livraison qui arrive trop tard, le plat qui arrive froid, etc. Je veux dire, quand la livraison, pour reprendre ta métaphore, était dans l'enfance, etc., les gens étaient tolérants. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est un service qui a maturé et les gens ont un niveau d'exigence qui est devenu plus élevé, à la fois sur le prix, notamment du fait de l'inflation, et aussi sur le service. Et ça nous oblige, mais c'est bien parce que ça nous challenge positivement. Comment évolue le panier moyen ?
Est-ce que justement il a un peu régressé, s'il se stabilise? Est-ce qu'il y a moins de livraisons ou est-ce qu'il y en a autant mais justement avec des paniers moyens? Alors, il y a eu un double effet. Il y a eu un effet où il est monté du fait de l'inflation à un moment quand il y en a eu. Là, c'est moins le cas maintenant, mais quand il y a eu l'inflation, effectivement, il est monté. Il y a eu une tension à la hausse, mais il y a aussi une tension à la baisse du fait des habitudes de consommation qui évoluent. Avec, on parlait du télétravail. Enfin, c'est-à-dire que quand la livraison est née, c'était des gens, ils commandaient pour plusieurs. Si je prends une caricature, je regarde le match de foot à la télé, je commande pour moi et mes copains. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui commandent pour eux-mêmes le midi au bureau. Voilà, donc il y a des prix qui ont monté à un moment du fait de l'inflation, mais une tension aussi à la baisse du panier moyen du fait des habitudes qui évoluent. Comment vont les centres-villes? On a parlé des premières couronnes et vous avez parlé de la difficulté de s'y stationner. On a l'impression qu'ils sont un peu moribonds depuis des années, mais que ça respire toujours. Mais j'ai l'impression en tant qu'observateur qu'il n'y a aucune volonté en fait, de les réanimer, ces centres-villes, parce que plus tout le monde parle du coût de stationnement, par exemple, ce qui devient... Je vous laisse réagir tous les trois, allez-y. Moi, mon avis sur la question, après on dévie un petit peu sur des logiques plus politiques, mais c'est que très clairement les hypercentres aujourd'hui, en tout cas moi dont je parle avec les commerçants et ainsi de suite, c'est très compliqué pour eux. Ils ont vraiment l'impression d'être un petit peu abandonnés. C'est ce qu'on ressent, et je pense à juste titre, sur l'accessibilité, sur les loyers, sur plein d'autres choses. Et donc ils prennent le choix aujourd'hui malheureusement, et puis le digital aussi joue énormément là-dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les courses de Noël, je serais curieux de savoir quelle est la proportion de gens qui les font en ligne versus physiquement. Je pense que la part elle ne fait que croître au fur et à mesure des années, en tout cas c'est mon avis, peut-être je me trompe. Et ça joue ici également, c'est-à-dire la facilité de pouvoir faire ses courses aujourd'hui en ligne versus sur place où on rentre dans des commerces qui sont blindés de monde, où c'est difficilement accessible, où en règle générale on a aussi un degré d'accueil qui est pas forcément extrêmement bon. On va pas se mentir que je pense que ça nivelle plutôt par le bas. Donc en fait tout ça mis bout à bout fait que ceux qui prennent le parti d'accéder à des locaux dans lesquels il y a de l'espace, où on peut recevoir, où on peut procurer une expérience client, qu'elle soit en ligne ou physiquement, c'est en train de conquérir le cœur des consommateurs. En tout cas c'est ce que je pense. Ouais, François Leblanc, Food Service Vision, est-ce que vous avez constaté une modification des acteurs? Je parle, vous voyez, certains acteurs du centre-ville, de restauration rapide, qui sont parfois qui ont fermé, qui se sont déplacés. Alors, nous, on est basé à Lyon, mais on observe la France et le monde là-dessus. Je ne sais pas s'il y a des acteurs représentant le monde politique lyonnais, mais je pense que Lyon est une belle illustration de nos tensions et de ce que peut être la dynamique d'un centre-ville. C'est-à-dire que les électeurs que nous sommes ont élu des électifs verts dans beaucoup de villes de France, ce n'est pas seulement le cas à Lyon. Et ces électifs verts, ils exécutent un mandat, ils mettent en œuvre un mandat qui correspond à ce pourquoi on les a mandatés. Et dans le mandat notamment, il y a toute la décarbonation des centres-villes, ZFE, etc. Développement du vélo, diminution de la voiture, diminution de l'accessibilité. Ça a pour conséquence directe d'accélérer ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que de perdre une partie du flux commercial qui existait dans ces centres-villes, de manière très très nette, avec certains magasins emblématiques qui disparaissent des centres-villes, qui sortent, qui ne se font plus. Et en face de ça, l'accessibilité cette fois-ci par transport en commun. On voit la facilité à laquelle on peut se déplacer entre le centre et la périphérie. Ça va être pareil à Paris avec tous les aménagements, fait qu'on peut avoir de manière beaucoup plus rapide des transferts de deuxième ou troisième couronne vers le centre-ville. Je vais dans le concret maintenant, une fois que j'ai dit ça. Vous prenez des zones de grands centres, mais c'est valable à Grenoble, c'est valable à Bordeaux, sur lesquelles on a beaucoup travaillé, c'est valable à Paris, bien sûr. Vous voyez des zones entières qui deviennent des grandes zones de concentration de fast-food, de restauration rapide, dans lesquelles on est quasiment un centre commercial à ciel ouvert avec cette offre-là. Je ne juge pas personnellement le point, là j'émets juste une opinion d'observateur, pas une opinion de citoyen. On ne peut qu'observer que c'est ce type de commercialité qui se développe, qui du coup, dans une ville comme Lyon, joue aussi sur la diversité de l'offre, parce qu'une fois qu'on a une rue qui est pleine de burgers et de chaînes de steakhouse, c'est intéressant, ça nous rappelle Chicago pour ceux qui ont la chance de connaître, mais ce n'est pas exactement ça l'ADN de la culture alimentaire lyonnaise. Donc il y a un vrai sujet, je pense, politique là-dessus, de se reposer la question de quelle restauration on veut proposer dans les grandes villes,
quelle offre on veut mettre en avant et qui est complètement liée au choix de déplacement et d'urbanisme. Dis-moi ce que tu es, je te dirai ce que tu manges. C'était Jean-Anthelme Brillat-Savarin, c'était il y a 2 siècles, dans l'Ain. Ça n'a pas changé et c'est notre choix politique et sociétal de choisir comment on définit l'espace urbain dans lequel on vit et quelle restauration on y met. Et à l'heure de la diversification de nouveaux acteurs, on mange aujourd'hui, vous parlez d'Asie, de Mexique, je crois qu'on peut manger à peu près toutes les nationalités en France. Comment se portent les acteurs historiques tels que Paul, la brioche dorée, la croissanterie ça vit comment ça encore? Ça marche toujours? Ça a une attraction pour le client? Ou est-ce qu'il souffre justement des nouveaux rythmes? Alors, je ne peux pas parler des acteurs dont tu parlais, mais en revanche, les gens gardent un goût pour la gastronomie française. C'est le succès. J'évoquais tout à l'heure un bouillon sur Deliveroo qu'on voit, qui fait des œufs maillots, des plats vraiment typiques français, et ça fait partie des plats les plus vendus sur Deliveroo. Donc, il n'y a pas de... Ce ne serait pas vrai de dire que les gens n'aiment que la cuisine étrangère. Après, oui, il y a une diversité d'offres, on en parlait avant, qui existe. Il y a plein de choses nouvelles qui arrivent et du coup, c'est un challenge effectivement pour l'offre historique à se renouveler, bien se commercialiser. Mais ce serait faux de dire, je pense que la gastronomie historique française ne plaît plus. C'est pas le cas. Ça n'est pas ce que je sous-entends. Je pose une question. François Blin? Oui, alors il y a 2 sujets. Il y a la gastronomie et puis il y a les chaînes traditionnelles de sandwicherie. Donc les chaînes traditionnelles de sandwicherie, elles ont surtout un sujet d'implantation. C'est qu'elles sont dans des lieux de commerciaux, que ce soit centre-co ou centre-ville, dans lesquels il y a des flux qui ne sont pas forcément les bons. Donc elles souffrent avec ces baisses de flux indépendamment de leur concept. Et on voit que quand elles se remettent au bon endroit avec la bonne offre, elles fonctionnent. Pour le coup, elles profitent assez peu de la livraison comme canal, parce que c'est pas... D'abord, ce qu'on a envie de se faire livrer, on ne cherche pas d'abord à se faire livrer un sandwich, on sait pas d'abord, donc elles sont un peu sous-exposées de ce côté-là. Et puis en face d'elles, elles ont des acteurs, et on peut aller ici en voir au Hall 4, en tout cas des fournisseurs de cette dynamique-là, c'est qu'il y a toutes les chaînes de boulangerie, cette fois-ci modernes. Je pense à des Feuillettes, je pense à des Jules à Lyon, je pense à des Sophie Le Breuilly, qui proposent une offre fondée sur du pain cuit sur place, préparé, ou sur des produits préparés sur place, et qui sont extrêmement gourmandes et attractives et qui du coup vont capter ce moment d'indulgence que j'évoquais avec une offre qui les concurrence. Donc, et puis là encore, on est à l'extérieur du centre-ville. Tout ce mouvement-là, il est en fait il est en pleine réinvention. C'est ça qui est passionnant dans notre secteur, c'est qu'il change et vibre en fonction de nos modes de vie. Et je pense surtout aussi qu'il y a un autre point important, c'est le marketing qui a fait une irruption incroyable dans le monde de la restauration, qui existait quasiment pas ou voire très peu, qui aujourd'hui est très présent. Et en fait, énormément d'enseignes, de nouvelles enseignes utilisent le levier marketing qui était réservé au retail, réservé à plein d'autres secteurs d'activité, et donc qui permettent à ces enseignes-là aujourd'hui d'exister et donc de venir prendre une part de marché qui était un peu plus faible précédemment. Et ça, c'est notoire. Un petit mot pour... Alors, je vous laisse... Allez-y. Si vous voulez réagir, je vous laisse réagir. Oui, je voulais réagir un tout petit peu sur le marketing. Effectivement, c'est un extrêmement bon point. Et c'est vrai que le marketing aux années 2020, là, avec l'impact d'un certain nombre d'influenceurs, etc., a quand même bougé un peu le marché de la restauration et notamment en livraison. On a vu des marques avec un succès extrêmement impressionnant, poussé par quelques influenceurs. Il y a des boîtes comme Taster, par exemple, qui en a énormément bénéficié avec Pepe Chicken. C'est quand même, effectivement, je pense que le point que tu fais sur le marketing qui bouscule un peu le marché de la restauration est une vraie tendance dont on n'avait pas parlé. Ouais. Alors, dernier point pour clore nos échanges, et puis ensuite on proposera au public présent de poser des questions. Une projection, je sais que c'est jamais facile, mais si on regarde devant nous, comment est-ce que vous voyez l'évolution des choses avec ce que l'on vit aujourd'hui ? Personnellement, je pense qu'on va continuer sur la tendance actuelle, c'est-à-dire que les jeunes générations vont aller chercher à toujours des nouveaux concepts. Aujourd'hui, la durée d'un concept de durée de vie, sûrement François, tu sais ça mieux que moi, mais je pense que là où on parlait de 5-7 ans, aujourd'hui, moi, mon avis très personnel là-dessus, c'est 2-3 ans. 2-3 ans, il faut que le concept change, il faut qu'il évolue parce que les gens ont fait le tour de ça. En tout cas, les jeunes générations attendent de ça.
Donc je pense qu'on va avoir un écosystème qui va être beaucoup plus dynamique qu'il n'a été, avec des nouveaux arrivants, des nouveaux sortants. Enfin, on va avoir beaucoup plus de casques qu'on a pu connaître. Et avec quand même dans le fond une qualité qui, je trouve, reste quand même assez intéressante. Aujourd'hui, on a quand même de la chance d'avoir beaucoup d'enseignes qui produisent des choses de qualité. On associe souvent la street food, le fast food à de la bouffe de merde, pardon pour le terme, mais c'est un peu l'idée. Et aujourd'hui, on trouve clairement des choses qualitatives. Je trouve plus qu'avant. Moi, j'ai 37 ans et je trouve qu'on peut s'y retrouver plus facilement que quand il y a 10-15 ans en arrière. Donc je suis assez confiant, mais je pense que les choses, voilà, comme parler de l'adolescence, je pense qu'on est très clairement dans une période d'adolescence dans la restauration et que les choses bougent à tous les niveaux. Merci beaucoup Raphaël. Jean-David Chapiro pour Deliveroo. Pour parler de la livraison, je pense qu'il y a encore des perspectives qui sont vraiment intéressantes. Quand on regarde la pénétration, la taille de ce marché en France par rapport à d'autres pays, nous on est une boîte anglaise, on est encore très très loin en termes de taille du marché sur la livraison en France par rapport à l'Angleterre et aussi d'autres pays dans lesquels on est, comme les Émirats Arabes Unis. Ça va passer par, je pense, effectivement, des moments de consommation qui vont continuer à évoluer, les offres qui vont continuer à se diversifier. Donc on est, nous, en tant que Deliveroo, très, très optimistes sur l'avenir. Et après, en revanche, si on veut pouvoir bénéficier de cette envie des clients, il faut qu'on réponde à leurs exigences, et j'en parlais avant, dans un monde qui est de plus en plus exigeant. Merci François Blin, vous avez le mot de la fin. Le mot de la fin, très optimiste. Hein, une des qualités du marché de la restauration, c'est sa formidable résilience. La conférence post-Covid était là pour se rappeler cette époque-là. On en célèbre les 5 ans à peu près jour pour jour. Célébration n'est pas le bon terme. On se souvient il y a 5 ans de la situation. Et cette résilience, elle nous amène vers quoi? Point 1, ce qui est certain et qu'on voit qui reste établi dans à peu près toutes les restaurations et notamment dans la culture française, c'est la recherche de plaisir, la recherche de... Quand je vais au restaurant, c'est pour me lâcher un peu, cette envie-là de consommer. Et elle est présente le soir, elle est présente dans l'apéro, on la présente dans le sucré, on l'a vu tout à l'heure. Point 2, on a la chance d'être drivé par une économie qui repose notamment sur le tourisme et on a refait une grosse page de pub pour la France. Et donc il y a un enjeu de comment on accueille ce tourisme et comment on s'appuie sur cette dynamique pour le traiter. Et point 3, qui est pour moi le point de vigilance et d'attention pour toute la filière, tout ça c'est super, mais ce qui est certain, c'est que sur le moment midi-semaine, sur la consommation fonctionnelle, les Français ont besoin de consommer hors de chez eux, mais la restauration a besoin d'être compétitive là-dessus. Et être compétitif, ça veut dire pouvoir trouver le personnel pour opérer les restaurants. Il y a sûrement d'autres tables rondes sur ce thème-là. Et dans les moments dans lesquels on est, il y a une vraie question sur comment on va trouver du personnel demain sur ce marché de la restauration. C'est comment on va trouver des produits économiques pour satisfaire les consommateurs qui ont moins de pouvoir d'achat. Et là-dessus aussi, il y a des enjeux clés. Et je pense que c'est cette double dynamique naturelle vers le loisir et le tourisme, et qui va très bien, et moins naturelle sur la restauration fonctionnelle. C'est ça qui va faire le succès des années à venir. Merci. Il nous reste 2 minutes, donc on va prendre juste le temps d'une question. Si vous avez une question, je vous invite à lever la main. Et messieurs, vous l'aurez compris, donc je suis 2 minutes. Réponse concise. Freddy Tiburce. Bonjour, Frédéric Tiburce, Manger du Sens. Merci pour vos éclairages respectifs, passionnants. J'ai beaucoup entendu parler de plaisir, notamment à l'instant avec François Blouin. J'ai une question parce que beaucoup de baromètres nous mettent en perspective que la santé est au coude avec le plaisir. Qu'en est-il en matière de restauration ? En matière de restauration commerciale, c'est clairement le plaisir qui aujourd'hui domine dans tous les statistiques. Qu'on suive le nombre de points de vente qui seraient en restauration chaînée, qu'on suive les taux de prise des différents types de produits, qu'on suive la réalité des volumes va vers des consommations plus tournées vers le plaisir, sucré, viande, sans aucun doute. Et après, les consommateurs déclarent vouloir être très attentifs à leur santé. Ça, ils le font sûrement à la maison, mais nous, on n'est pas des spécialistes de la grande distribution, donc je ne sais pas répondre à cette question. Ce n'est pas ce qu'ils font de manière massive au restaurant, de manière très claire. Merci beaucoup, messieurs, pour ces échanges. Merci à vous, François Blin, directeur de Food Service Vision. Merci, Jean-David Chapiro, directeur commercial de Deliveroo. Et merci, Raphaël Roch, fondateur,